Merci donc Michael Chetboun, qui représente l'école de chirurgie de Lille, mais qui travaille en étroite coopération avec l'école de chirurgie de Nancy. Et donc, merci de donner ton exposé. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à l'Académie et à ses membres pour l'invitation d'aujourd'hui. Alors, l'utilisation du modèle animal en recherche, en médecine et en enseignement de la médecine et de la chirurgie préoccupe, et c'est bien anormal. Il est incontestable que la contribution en recherche biologique des animaux de laboratoire était majeure. 103 sur 114 des prix Nobel de médecine et de physiologie ont été décernés pour des travaux de recherche impliquant l'animal de laboratoire. C'est pas la version que je vous ai donnée du PowerPoint. Non, c'est la V2. Excusez-moi. J'ai enlevé quelques slides parce que ça a duré longtemps. Mais du coup, vous n'avez pas lancé le bon PowerPoint. Je m'excuse. Quelques instants de suspension dans le temps. Alors, on remercie Pascal Bourré, qui est derrière l'écran, parce que c'est un congrès qu'on a monté avec les moyens de l'Académie. On n'a pas fait venir de spécialistes de congrès, on n'a pas les moyens de le faire. On a eu un accès à cet amphi gratuitement par le ministre, et donc ça c'est vraiment, il faut souligner, et donc tout ce qui a été fait, ça a été fait en interne, et avec très peu de monde, et en particulier Pascal Bourré, qui a été la cheville ouvrière. Il faut le remercier. Et son équipe. Merci et Luciane beaucoup. et Anna, nos deux assistantes. Voilà, c'est une beaucoup. toute petite équipe, l'Académie nationale de chirurgie. Et donc, il ne faut pas que les grandes académies qui sont largement subventionnées par l'État nous disent des choses qui n'ont pas lieu d'être. Merci. C'est avant tout l'utilisation raisonnée, éthique du modèle animal qui a permis une réduction importante de son utilisation. Et il faut présenter ici la règle des 3 R, qui s'applique à l'utilisation des animaux de laboratoire et dont les principes s'appliquent aussi à l'utilisation des animaux à visée d'enseignement et de pédagogie de la chirurgie. D'abord, réduire son utilisation des formations pratiques indispensables, hautement spécialisées et protocolisées. Ensuite, remplacer l'utilisation du modèle animal par tous les autres modèles quand cela est possible, simulation par des modèles mécaniques, électroniques et virtuels. Et enfin, raffiner son utilisation en lui apportant des soins de qualité en termes de transport, d'hébergement, d'anesthésie, d'analgésie, mais aussi raffiner son utilisation en exploitant 100% des tissus, comme par exemple en explantant des organes après sacrifice pour permettre à certains enseignements sur des tissus de porc ex vivo notamment. Ainsi, l'utilisation raisonnée du modèle animal s'inscrit comme un outil de simulation de très haute fidélité. Cette table que vous retrouverez dans le rapport présente une comparaison des principaux modèles de simulation utilisés dans la formation chirurgicale en mettant en évidence leurs avantages, inconvénients, exigences logistiques et aussi coûts associés. Le modèle animal vivant anesthésié se distingue par son réalisme élevé, notamment pour les interactions avec les tissus et les vaisseaux du vivant, mais il nécessite bien sûr des infrastructures spécialisées, coûteuses et soulève des questions éthiques majeures. Alors, quels sont les avantages du modèle vivant? C'est d'abord le réalisme et la fidélité anatomique, bien sûr, pas autant fidèle que l'être humain et le cadavre, mais une fidélité anatomique importante, notamment pour le modèle porcin, et une fidélité physiologique. Et les similitudes anatomiques, le modèle porcin imite les textures, l'épaisseur de la peau, l'anatomie des systèmes et des organes humains. Il confère un apprentissage réaliste. Les internes s'entraînent dans des conditions proches de la réalité opératoire, permet la manipulation de tissus vivants, des tissus vascularisés, impossible avec d'autres modèles. Enfin, il fait l'apprentissage de la compréhension
des contraintes chirurgicales, notamment l'interne fait l'expérience des résistances tissulaires, de la gestion de l'exposition opératoire et des saignements dans diverses techniques chirurgicales. Alors, quelle est l'efficacité de ces modèles de grands mammifères et de grands animaux vivants anesthésiés? D'abord, l'acquisition des compétences complexes. Les modèles vivants surpassent les modèles synthétiques pour les gestes techniques complexes, réduisant les échecs critiques, en réalisant un entraînement en conditions réelles. Le réalisme est essentiel pour les soins notamment de la prise en charge des polytraumatisés, contribuant à réduire la mortalité en zone de combat, ce qui a été montré, est indispensable tant que les alternatives de stimulation ne sont pas aussi réalistes. L'identification et la correction des lacunes, ce modèle permet de détecter et de corriger les insuffisances techniques chez les internes grâce à des feedbacks immédiats. Enfin, la préparation à des scénarios complexes, comme la simulation de blessures multiples, de gestion d'afflux massifs, de blessés, notamment avec le programme Amavi à Lille, avec l'intégration du travail en équipe et du travail multidisciplinaire par ces modèles porcins vivants anesthésiés. Les compétences aussi non techniques ou soft skills, comme la communication, la prise en charge de décisions, la gestion du stress, sont essentielles pour la sécurité au bloc opératoire, mais souvent négligées au profit des techniques opératoires. Une étude de Daily montre que les étudiants ressentent plus de stress sur les modèles vivants, mais estiment que cette approche les prépare mieux aux situations réelles. Les modèles de grands mammifères, comme les modèles de porc, offrent ainsi un entraînement réaliste, intégrant non seulement des gestes techniques complexes, mais aussi la coordination, le leadership en équipe. Cela est particulièrement utile dans des contextes d'urgence, comme la gestion des hémorragies, la prise en charge des polytraumatismes, où la collaboration interdisciplinaire est cruciale. Alors, ainsi, à l'heure où le paradigme de l'enseignement de la chirurgie change, nous n'apprenons pas la chirurgie, mais nous enseignons à devenir chirurgien, ce qui nécessite un savoir-agir complexe, des connaissances et des compétences techniques et non techniques. Ainsi, dans ce long curriculum, l'utilisation raisonnée du modèle animal s'inscrit comme un outil de simulation de très haute fidélité. Et nous devons, dans ce curriculum de formation, avec d'autres modèles, réserver l'utilisation de l'animal vivant et de ses tissus et organes ex vivo à l'exercice de compétences chirurgicales hautement spécialisées. L'utilisation de ces différents modèles doit donc s'inscrire dans un curriculum séquentiel et le modèle animal doit être utilisé qu'après avoir acquis des compétences chirurgicales sur d'autres modèles. Et il doit être un pont avant d'exercer des compétences chirurgicales hautement qualifiées chez l'humain. La mutualisation des ressources pédagogiques est essentielle. Il faut que les universités qui bénéficient d'animaleries et de blocs chirurgicaux expérimentaux puissent permettre l'accès à ces ressources pour la formation des internes d'autres facultés qui n'en bénéficient pas. Depuis plus de 10 ans, l'interrégion G4 organise des ateliers pratiques sur modèle porcin, initialement à l'IRCAD et depuis cette année à Lille. Et de la même manière, nous coopérons aussi avec l'université de Reims pour former leurs internes de chirurgie viscérale sur modèle porcin. Et nous amènerons nos internes à Reims, les internes lillois à Reims, pour effectuer des séances de simulation sur modèle SimLife. Ainsi s'illustre la mutualisation et la coopération entre les universités. L'utilisation de modèles animaux vivants reste donc essentielle pour former les internes en chirurgie, tant sur les compétences techniques que non techniques. Pour être pleinement efficace, cette méthode doit s'inscrire dans un curriculum multimodal, combinant diverses approches pédagogiques et de simulation. Une coordination entre les UFR santé est également nécessaire pour mutualiser les ressources, comme les blocs opératoires et les animaleries, optimisant ainsi les coûts, mais aussi les résultats en termes de formation. Enfin, il est crucial de respecter des standards éthiques stricts, garantissant une utilisation responsable et le bien-être des animaux. Enfin, pour terminer, je voudrais rappeler que les porcs utilisés en recherche et formation chirurgicale proviennent d'élevages destinés aux abattoirs alimentaires. En 2022, 14 000 porcs ont été utilisés à des fins scientifiques, c'est-à-dire recherche et pédagogie, ce qui représente 0,7% de l'ensemble des animaux de laboratoire utilisés. Il y a 100 fois plus d'utilisation
de rongeurs, de rats et de souris en termes d'animal de laboratoire, et ce qui représente 0,06% des 23 millions de porcs destinés à l'alimentation. Donc cela montre que l'utilisation de porcs pour la science, pédagogie et recherche reste extrêmement marginale par rapport à leur utilisation alimentaire. Et je vous remercie. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment très, très beau exposé. Merci beaucoup.